Silapou m'a dit que ces lances de canne, durcies au feu, sont prêtes, rapporte Enrique. Il nous invite à l'assaillir quand nous voudrons. En avant, réplique Magellan. Ces hommes reprennent les rames. La flottille parcourt quelques brasses et soudain, des raclements se font entendre. L'une après l'autre, les chaloupes heurtent des rocailles. Il faut bientôt se rendre à l'évidence. L'île est entourée d'un récif de corail qui empêche d'approcher plus près du rivage. Halte! Nous descendrons ici, ordonne Magellan. Mais vous n'y songez pas, proteste Pigafetta, qui accompagne l'amiral. Nous sommes à 3 portées d'arbalète de la côte. D'ici, même nos armes à feu seront inutilisables. Monsieur le chroniqueur, à chacun son métier, je ne vous oblige pas à me suivre. En revanche, les autres hommes, qu'ils désignent dans les 3 chaloupes, sont instamment priés de se défaire de leurs jambières s'ils ont revêtu une armure complète et de se jeter à l'eau. Il est entendu que les indigènes ne débarqueront pas. Une douzaine d'arquebusiers resteront dans les chaloupes. Les 3 capitaines, Pigafetta et les 45 hommes qui les entourent, alourdis par leurs armes, leurs cuirasses et leurs casques, commencent à fendre à grands pas les vagues en direction de la grève. Au loin, ils aperçoivent des centaines de guerriers, armés de lances et de boucliers, gesticulant et hurlant dans la lumière du soleil levant. À mesure qu'ils approchent, ils les voient mieux. Ils sont plus de 1000, peinturlurés, vêtus d'un pagne, très mobiles, toujours sautillant de droite et de gauche, et cependant nettement partagés en 3 bandes qui s'apprêtent à les attaquer de front et sur les côtés. Formons 2 groupes pour désorganiser leur plan, ordonne Magellan. Barbossa et Serrao, vous prendrez l'un, je conduirai l'autre. Pigafetta se range aux côtés du capitaine général et marche avec lui en compagnie d'Enrique sur l'ennemi. Une vingtaine d'hommes les suivent, devant eux, une nuée d'indigènes les nargue en dansant et hurlant, avant de les assaillir, et soudain, une pluie de lances, de flèches et de pierres s'abat sur les casques et les cuirasses. Mais les armures sont bonnes, les dégâts insignifiants. Préparez vos armes, ordonne Magellan. Les arbalétriers s'agenouillent, les arquebusiers installent le canon de leur arme sur une fourchette plantée en terre. Vous allez voir s'éparpiller cette volée des tourneaux, dit calmement Magellan à Pigafetta. Et lorsque tout est prêt pour la riposte, tirez, ordonne-t-il. Les étourneaux ne se débandent pas. Quelques-uns sont touchés, mais bien peu, 2 ou 3. Les autres ont évité les projectiles grâce à leur mobilité diabolique, où ils ont arrêté les traits et les balles avec leurs boucliers. C'est alors que retentissent les salves tirées des chaloupes. Conformément aux consignes, les arquebusiers n'ont fait donner leurs lourdes armes qu'après le début du combat. Hélas, le résultat est catastrophique. Comme ils sont placés trop loin, les balles se perdent dans l'eau ou tombent mollement, inoffensives, au milieu des guerriers de Silapou. Sont-ce là ces bâtons qui crachent la foudre, pensent les indigènes? Ils sont plus bruyants que méchants. Pourquoi en aurions-nous peur? En repartant à l'attaque, ils accablent Magellan et ses hommes d'un nouveau déluge de projectiles. À quelques centaines de pas, Barbossa, Serrao et leurs troupes subissent le même sort. Nous allons incendier leurs maisons pour les épouvanter, décide Magellan. Les arbalétriers et les arquebusiers visent avec soin. Ils abattent une dizaine d'ennemis, ce qui leur ouvre un chemin vers le village. Bientôt, les huttes brûlent, les femmes, les enfants, les porcs, les chèvres, les poules s'enfuient de tous côtés. 30 maisons sont en feu. Mais en même temps que les flammes monte la colère des guerriers indigènes. Les balles et les flèches peuvent bien les atteindre, ils n'en ont cure. Ils ont l'avantage du nombre, ils assomment 2 compagnons de Magellan et les écrasent, malgré leurs cuirasses, sous un monceau de pierres. Puis une flèche touche la jambe de Magellan, une flèche empoisonnée. Le courageux capitaine surmonte sa douleur et continue de combattre, mais ses ennemis l'ont tout de même vu grimacer. Il s'avise alors que tous les navigateurs ont les jambes nues, et c'est à ces jambes nues qu'ils réservent leurs traits. Magellan ordonne la retraite. Son groupe et celui de son beau-frère se rejoignent. Les revoilà sur la grève. Le chef inébranlable, le vainqueur du Pacifique, le plus grand marin de tous les temps, entre à reculons dans la mer, entouré de ses hommes, poursuivi par la horde déchaînée des insulaires. « Repliez-vous » crie Magellan. Il est celui qui reste le plus près des poursuivants, la lance pointée vers eux. Regagnons en bon ordre les chaloupes, commandent d'une même voix Barbossa et Serrao.
Déjà, la plupart des marins s'éloignent, harcelés par les flèches, les javelots et les pierres, tombant, se relevant, pataugeant à qui mieux mieux dans l'eau qui monte jusqu'à leurs genoux. Barbossa et Serrao rassemblent les combattants dispersés. 7 ou 8 hommes, les plus fidèles, parmi lesquels Enrique et Pigafetta, se regroupent autour du capitaine général. « Vous êtes blessé? Passez derrière nous, lui conseille Pigafetta. « Serait-ce vous, chevalier? Sourit Magellan, sans tourner la tête. Dans le feu de la bataille, cette simple question, à la fois malicieuse et incomplète, car elle signifie aussi bravo, c'est bien, touche au cœur le jeune homme. Cependant, bien loin de s'abriter, Magellan avance d'un pas, puis il claudique à gauche, à droite, pour repousser les assaillants qui se font de plus en plus pressants. Un javelot heurte son casque. Celui-ci tombe, il le ramasse, se recoiffe et, de la pointe de son arme, sanctionne l'agresseur qui s'est trop avancé en le piquant au ventre. Un coup d'œil vers les chaloupes lui permet de voir que le gros de sa troupe est hors de danger. « À votre tour de reculer, mes amis, avant que ces diables vous écrasent, dit-il à ceux qui l'entourent. « Maître, nous vous suivrons. Allez devant, répond Enrique. Reculez, c'est un ordre, coupe Magellan. En ce moment, une flèche le frappe au visage. Il riposte aussitôt et perce d'un coup de lance la poitrine de celui qui l'a blessé. Mais il ne peut arracher son arme du corps de son adversaire. Il est désarmé. Le sang ruisselle de sa joue sur sa cuirasse. Pigafetta se jette devant lui et reçoit une flèche en plein front. Il tombe. « Emmenez-le !» ordonne le capitaine sur un ton qui n'admet pas de réplique. Au demeurant, le matelot qui se charge du chevalier n'est pas fâché de battre en retraite car la situation est désespérée. En effet, tous les insulaires ont avancé dans l'eau où les vagues complices leur rapportent les flèches, les lances et les javelots qui servent plusieurs fois. Le capitaine et ses derniers partisans sont cernés. Magellan met la main à son épée, mais, avant qu'il ait pu la sortir du fourreau, une lance l'atteint au bras. Enrique se précipite pour l'aider. Il est à son tour touché par un javelot qui lui traverse le bras. « Retire-toi, Enrique. » Le malais fait non de la tête. « Enrique, je t'ai fait homme libre, et j'ai juré que je te ramènerais dans ton pays. Obéis au dernier de mes ordres. » Enrique recule, bras tendus devant lui, comme s'il voulait repousser à main nue les assaillants. Magellan marche sur eux. « Mon Dieu, que votre volonté soit faite, murmure-t-il. » Cette ultime manœuvre de diversion du capitaine général, destinée à permettre à tous ces hommes de fuir, réussit. Les guerriers de Mactan ont deviné que leur ennemi touché à la jambe, au visage et au bras est le chef de l'expédition. Ils s'agglutinent autour de lui, ils le harcèlent, ils s'acharnent sur lui, au milieu de hurlements épouvantables et de grands jaillissements d'eau que produisent leurs sauts. Un javelot frappe encore la jambe blessée du capitaine général. Il essaie de se maintenir debout. Il ne peut plus. Il écarte les bras en croix, lève les yeux au ciel, ses genoux ploient. Il tombe, le visage en avant, et disparaît sous un horrible hérissement d'armes qui fouille l'eau rougie. Les matelots, restés avec Enrique, déploient des efforts désespérés pour s'approcher de l'endroit où meurt leur chef, mais en vain. Ils doivent se replier vers les chaloupes, trop heureux s'ils parviennent à patauger assez vite pour arracher leurs blessés aux projectiles qui les poursuivent. Le roi Charles Oumabon a scrupuleusement obéi aux ordres du capitaine général. Il n'est pas intervenu. Il donne le signal du départ. Les chaloupes et les barques s'éloignent de Mactan, abandonnant à l'ennemi victorieux le corps de Magellan. Chapitre 16. Trahison. Après 2 jours au lit, Pigafetta s'était installé pour écrire dans la cabine de Magellan. Un large bandeau entourait son front blessé, couronnant un visage boursouflé par le chagrin, les larmes et sans doute aussi le venin de la flèche qui l'avait touché. Mais en dépit du mal de tête qui ne le quittait pas, sa plume courait vite, car il avait trop longtemps contenu ce qu'il voulait jeter sur le papier. Magellan était un vaillant et noble capitaine. Entre ses autres vertus, il était plus constant que quiconque devant une très grande adversité. En l'art de la mer, il était le plus expert et savant qui fût au monde. Au pied du lit, adossé contre un coffre, Enrique était roulé en boule, enveloppé dans une couverture, le front sur les genoux. « Sais-tu combien des nôtres sont morts avec le capitaine ?» lui demanda le chroniqueur. « 8, répliqua le Malais, sans relever la tête. Pigafetta nota le chiffre et continua d'écrire. Son tour du monde s'achevait, mais cette bataille interrompit sa très magnanime entreprise.
laquelle bataille fut faite un samedi, le 27e d'avril 1521. En ce moment, la porte s'ouvrit, Barbossa et Serrao entrèrent. « Je suis heureux de voir que vous allez mieux, chevalier, s'exclama Barbossa. Mes idées sont encore désordonnées, répondit Pigafetta. Mais le pire, c'est que je ne trouve pas le ton pour parler de notre capitaine général. Je voudrais dire qu'il était le miroir, la lumière, le soutien et notre vrai guide. Eh bien, voilà qui est dit, l'interrompit Serrao. Ajoutez qu'il était un modèle de patience, de prudence, et qu'il est mort, enchaîna Barbossa, le jour où il a cédé à l'impatience et à l'imprudence. Il en était venu à croire qu'il ferait miracle sur miracle. Pour couper ces paroles sacrilèges, Pigafetta demanda: l'affreux Silapou-Lapou nous rendra-t-il sa dépouille? Non, définitivement non, plus d'espoir, répondit Serrao. Oumabon a envoyé le prince héritier auprès de Silapou-Lapou, mais celui-ci, qui se prend maintenant pour le plus grand roi de l'archipel, a refusé de lui rendre le corps. Un long gémissement sortit de la couverture roulée en boule à côté du coffre. C'est ce pauvre Enrique, expliqua Pigafetta. Il aurait voulu faire la toilette de son maître, le revêtir de son bel habit blanc de chevalier de Saint-Jacques et l'enterrer en terre chrétienne, à côté de nos compagnons sur la place du village. « Hola, Enrique, dit Barbossa. Nous sommes venus pour te parler. » Enrique ne bougea pas. « Il garde le coffre qui contient l'habit blanc, il a tant de peine, dit le chevalier pour l'excuser. « Hola, Enrique, s'écria Serrao. Barbossa fit mine d'oublier le malais. Conformément aux instructions royales, dit-il à Pigafetta, les équipages se sont prononcés. Ils nous ont nommés, Serrao et moi, capitaines généraux. Tu entends, dit Serrao à Enrique. Tu dois nous écouter et nous obéir, ajouta Barbossa. La couverture s'ouvrit, la tête d'Enrique se releva. Une étrange flamme pétillait dans ses yeux rougis. Un sourire de mépris marquait les commissures de ses lèvres. Non, je n'obéirai pas. Je ne suis plus esclave. Mon maître m'a rendu ma liberté. C'est inscrit dans son testament, et vous le savez très bien, vous, Duarte Barbossa. Comment? Mais pas du tout, s'écria Barbossa, avec d'autant plus de véhémence cynique qu'il savait qu'Enrique disait vrai. Tu as toujours été, tu es et tu seras esclave. Mon maître m'avait promis que je resterais aux Moluques. Tu rentreras en Espagne, où t'attend ma sœur, ta maîtresse. En attendant, c'est à moi que tu appartiens. Non, cria Enrique, en s'enroulant dans sa couverture. Pour le mettre debout, Barbossa le prit brutalement par son bras blessé et il lui hurla au visage. Le fouet, 10, 20 coups. Je vais te faire fouetter, attaché au grand mât. Après, à quatre pattes, tu m'obéiras. Messieurs, allons, messieurs, intervint Pigafetta. Cette scène dans la chambre même de Magellan, alors que notre regretté capitaine appelait parfois Enrique mon ami. Un sourire énigmatique remplaça sur le visage du Malais le rictus que la douleur à son bras lui avait arraché. Qu'attendez-vous de moi, maître? Dit-il à Barbossa, d'une voix si mielleuse que Barbossa en demeura décontenancé. Eh bien, nous avons besoin de ton talent d'interprète, répondit-il après un temps d'hésitation. Si tu nous sers bien, tu auras ta récompense, dit Serrao. Et les deux nouveaux capitaines généraux entreprirent d'exposer à Enrique quelle transaction il souhaitait conclure avec le roi Oumabon. Au terme de cet entretien, une chaloupe fut mise à l'eau pour conduire l'esclave promu ambassadeur sur l'île de Zoubou. Enrique, vêtu de ses plus beaux habits, botté, coiffé d'un chapeau empanaché, fut aussitôt reçu par Charles Oumabon. « Je vous salue, grand Raja, dit-il en s'inclinant, et vous prie d'excuser mon costume ridicule. » Oumabon ouvrit de grands yeux étonnés. « Je n'ai mis ce vêtement, ajouta Enrique, que pour mieux tromper les Blancs. » Oumabon ferma les yeux, la déclaration qu'il venait d'entendre méritant un instant de méditation. Il était assis presque nu sur une natte, jambes croisées, mains jointes sur son petit ventre rond dont quelques plis retombaient sur ses cuisses. « Assieds-toi, dit-il à Enrique. » Enrique prit place, jambes croisées, sur la natte. « Magellan, reprit le roi. » Enrique l'interrompit. Ce fut d'abord une sourde plainte, puis un long gémissement, qui s'acheva en balbutiant panégyrique. Lui, c'était la lumière et notre vrai guide. Ô grand Raja, ne pourrait-on obtenir que sa dépouille nous fût rendue? Non. Silapou-Lapou a eu 15 tués, plus de 100 blessés. Nous avons tout essayé, c'est impossible, répondit Oumabon.
Suivit un long silence. Tous les blancs ne se ressemblent pas, reprit Enrique. Dieu inspirait mon maître, mais ses successeurs semblent voués à Satan. Avec une sagesse toute royale, son regard flottant au loin, Oumabon se taisait, attendant que son interlocuteur voulût bien passer des idées générales à des considérations plus concrètes. Une délégation doit venir chercher les joyaux d'or et de pierreries que vous voulez offrir au roi d'Espagne, dit Enrique. C'est exact, dit Oumabon. Sachez, ô grand Raja, que cette délégation vous proposera un gros échange d'or contre des couteaux, des miroirs, des clochettes. Et si vous avez vraiment beaucoup d'or, le troc pourra porter aussi sur des arbalètes et même des arquebuses. Très bien. Après quoi, la boutique installée sur la côte sera vidée, la marchandise restante ramenée à bord, et les nefs hisseront les voiles, emportant tout votre or. Voilà, sire, ce dont j'étais chargé de vous informer. Soyez-en remerciés. Ô grand Raja, vous me remercierez davantage si vous me permettez d'ajouter à titre personnel un conseil qui vous donnera toute la marchandise que l'on vous promet, et même beaucoup plus, tout en gardant votre or. Enrique se pencha à l'oreille du roi et lui parla longuement. Le roi écoutait sans mot dire, les yeux clos. Enrique s'était tu depuis longtemps lorsque le roi lui demanda « Toi, en échange, que veux-tu » Deux choses, ô grand Raja. La première, que vous envoyiez le mort du Siam commercer dans les îles Moluques. La deuxième, que vous obteniez qu'il m'accepte comme passager à bord de sa jonque. C'est bon, dit Charles Oumabon.